بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Monsieur le directeur du Centre de recherche en droit, économie et gestion de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès, Monsieur le directeur de l'équipe Oméga de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès, nos chers invités, chers étudiants. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes vifs remerciements à tous nos invités qui ont répondu favorablement à notre demande pour participer au 5e congrès de la Société marocaine des mathématiques appliquées en collaboration avec le Centre de recherche de droit et d'économie de gestion de notre établissement. Cette année, c'est la 2e année consécutive que notre établissement y participe, et cette année-là, nous avons retenu un thème d'actualité par excellence, c'est celui des mathématiques appliquées à l'économie et à la finance. Le choix du thème n'est pas dû au hasard, un thème d'actualité parce qu'aujourd'hui, et je pense que dans les différentes universités internationales, on a longuement pris conscience de l'intérêt des mathématiques, que ce soit au niveau de l'économie, de la finance ou bien sûr de la gestion. Un grand intérêt aujourd'hui est accordé au modèle mathématique. Aujourd'hui, pour comprendre bien sûr la situation actuelle, pour faire des prospections, on est obligé de faire appel à l'histoire, on est obligé de faire appel à des modèles, et là, bien sûr, on a besoin de l'outil mathématique et informatique. C'est un outil incontournable aujourd'hui pour la science économique. Aujourd'hui, nos chercheurs, nos jeunes chercheurs, et en particulier les doctorants, doivent s'impliquer et doivent investir massivement dans les mathématiques pour qu'ils puissent réussir leur travail de thèse. Aujourd'hui, au niveau des thèses en sciences économiques, on exige une valeur ajoutée, on exige bien sûr une analyse empirique, et là, on a besoin de cet outil pour que l'étudiant, bien sûr, puisse présenter convenablement, bien sûr, sa thèse en respectant les normes de recherche en vigueur en sciences économiques. Et là, l'apport des mathématiques et bien sûr de l'informatique et d'autres outils est inéluctable pour la réussite du projet de thèse. D'où, bien sûr, l'intérêt que nous accordons, bien sûr, pour les mathématiques au sein de notre établissement. Certains collègues parlent, bien sûr, les mathématiques en tant qu'outil. Moi, je dirais le contraire, qu'il s'agit d'un module majeur. Ce sont des modules majeurs qu'il faut prendre en considération dans nos filières et qu'on devrait normalement enrichir nos filières par, bien sûr, ces modules de méthode quantitative. Moi, je ne le considère pas comme outil, mais je considère comme des modules fondamentaux pour, bien sûr, la filière sciences économiques. Donc là, bien sûr, c'est pour faire plaisir à mes collègues, pour leur dire, bien sûr, ce qu'on attend d'eux au sein de la filière. Mais d'un autre côté, j'interpelle mes collègues des mathématiques, de l'outil mathématique et informatique, bien sûr d'investir aussi massivement au sein de notre établissement, au sein de notre filière, et bien sûr qu'ils sont interpellés pour s'adapter, bien sûr, à notre filière et bien sûr à notre champ disciplinaire, la science économique. J'en suis sûr et certain que c'est un créneau porteur. Et en tant qu'économiste, je peux garantir aux collègues qu'ils ne prennent pas de grands risques et les bénéfices
sont sûrs. D'où, bien sûr, j'espère bien que j'interpelle mes collègues pour qu'ils puissent aussi investir massivement, bien sûr, en économie et en gestion pour assurer une complémentarité entre, bien sûr, les différents champs disciplinaires et en particulier entre les mathématiques et, bien sûr, l'économie. Donc, juste pour l'histoire, moi j'étais dans une université d'économie mathématique, c'est l'université de sciences sociales de Toulouse. Il y avait des grands pionniers, Jean-Jacques Lafont, Jean Tirole, et là, bien sûr, tous, ils étaient tout d'abord des mathématiciens, et ils sont devenus des prix Nobel d'économie. Voilà une autre fois pour interpeller nos collègues pour l'investissement dans, bien sûr, le champ disciplinaire, la science économique. Une autre fois, je tiens vraiment à remercier nos invités qui ont répondu favorablement à notre demande, et en particulier, bien sûr, les conférenciers, donc de l'intérêt qu'ils ont porté à cette journée d'études. Mes remerciements vont également, bien sûr, au comité d'organisation locale, et là, bien sûr, toute l'équipe, Mustafa Sahani, Si Mohamed Zouri, M. Abdelkamel L'Alj, c'est Amali, M. Ibn Allah, Mme Rizlan Ben Sheikh, Ben Jouad Adrani, Akram Hilli et Shakib Jerry. Je tiens bien sûr à les remercier des efforts fournis pour, bien sûr, la réussite de cette journée. Je vous remercie et vous souhaite bon courage. Sans tarder, je vais céder la parole à M. Mohamed Abdou, le directeur du Centre de recherche en droit, économie et gestion de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Anaknas. De l'équipe du comité d'organisation, chers invités, chers collègues, chers étudiants. Le thème choisi aujourd'hui par l'équipe de recherche Omega, dans le cadre du Centre de recherche droit, économie et gestion, et comme ça vient d'être dit par M. le doyen, d'un intérêt particulier à plus d'un titre. Monsieur le doyen a... comment est-ce que cette rencontre entre les sciences économiques et les sciences mathématiques a été fécondée, et comment est-ce qu'il a porté une valeur ajoutée pour à la fois les sciences économiques et les mathématiques appliquées. On doit toujours remonter à l'école classique, l'école économique classique, avec évidemment des noms célèbres que vous connaissez tous, comme Ricardo, Smith, etc., pour remarquer que si ces auteurs n'ont pas eu recours à la formalisation, à l'utilisation de mathématiques, ils ont largement préparé le terrain à cette utilisation de l'outil mathématique. En effet, l'école classique, l'objectif pour l'école classique, l'objectif principal de la science économique est l'identification de lois. Lois naturelles, lois sociales, etc. C'est un débat. Et évidemment, ces lois doivent être identifiées avec l'hypothèse qui a été élevée au niveau de paradigme, que l'hypothèse, c'est la rationalité de l'homo economicus, cet homme économique, dont le comportement peut être modélisé. Et c'est ça la source vraiment de l'opportunité pour utiliser les sciences mathématiques. Qui, je le sais, je parle sous votre autorité, c'est évidemment la science la plus abstraite, mais en même temps, c'est une des sciences dures, pures. Néanmoins, au-delà de l'économie classique, le premier économiste ou mathématicien, ça dépend, qui a un peu osé utiliser l'appareil mathématique, c'est Cournot. Il était à la fois un philosophe et un mathématicien.
Et le titre de son ouvrage est très évocateur, il est très expressif. Son ouvrage s'intitule « Recherche sur les principes mathématiques de la théorie des richesses ». Alors vous voyez que, évidemment, c'est la réponse de la bergère au berger, c'est une réponse à Adam Smith qui a écrit son ouvrage sur la richesse des nations. Et Cournot, un petit peu, disait qu'on ne peut pas accumuler, on ne peut pas promouvoir des richesses sans utilisation quelque part des principes mathématiques. Je passe évidemment très rapidement sur ces grands moments du développement de ce mariage entre les maths et les sciences. Évidemment, le 19e siècle a été un moment crucial avec l'apparition du marginalisme avec Walras. Nous avons ici avec nous beaucoup d'économistes qui connaissent un petit peu évidemment ces problématiques. Avec Walras, Jevons, et puis avant Pareto, etc. Où la théorie marginaliste, c'est-à-dire le raisonnement à la marge, a introduit le calcul infinitésimal. Donc il a ouvert la voie à l'expression de besoins en mathématiques pour résoudre des problèmes économiques. Bien entendu, les années 30 aussi, plus exactement en 1930, mais avec Popper en 1934, il y a eu déjà l'apparition de l'économétrie. L'économétrie n'est rien d'autre que cette rencontre entre la théorie économique, la formulation mathématique et l'application statistique. Et donc nous avons ici tout le concept que nous connaissons maintenant aussi bien au niveau de la microéconomie que au niveau de la macroéconomie. Et la modélisation du comportement des agents comme l'étude évolutive des agrégats sous forme de modèles, c'est-à-dire aussi bien au niveau micro qu'au niveau macro, évidemment, ne peut se faire sans mathématiques. Comme ça a été dit également par M. le doyen, on n'a qu'à voir un peu, observer les derniers, pas les derniers, mais depuis longtemps déjà, depuis 1969, les prix Nobel et les profils de leurs études pour comprendre aujourd'hui que l'économie, la science économique, rime avec, évidemment, sciences mathématiques. Le deuxième point qu'on pourrait rapidement aborder, et j'ai vu un peu dans le programme dans le programme très riche que ces questions-là vont certainement être approfondies. Finalement, la question qu'apportent les mathématiques à l'économie, c'est une question très très ancienne. C'est une question très ancienne et qui avait divisé un peu la famille des économistes en deux grandes familles, la famille des littéraires et la famille des scientifiques. La famille des littéraires qui était réfractaire à l'utilisation des mathématiques pour cause que l'économie est une science sociale et que les mathématiques, avec l'abstraction, les éloignent un peu du réel. Et les scientifiques qui considéraient au contraire que l'utilisation des mathématiques apporte de la rigueur, de la précision, de la cohérence à une science qui en a besoin, c'est-à-dire les sciences économiques. Je crois que ce débat aujourd'hui est largement dépassé. Ce débat aujourd'hui est largement dépassé. Et aujourd'hui, économiste, ça veut dire tout simplement, c'est quelqu'un, bien sûr, qui maîtrise les fondamentaux de la théorie économique, qui fait de la recherche sur le réel, en utilisant évidemment un appareil mathématique qui est de plus en plus développé. Et je crois que ceux, un peu de ma génération, qui n'ont pas eu la chance de comprendre cela à temps, ou alors qui ne sont pas suffisamment outillés en mathématiques, sont qualifiés parfois de façon un peu péjorative.
J'étais hier dans une réunion, il y avait le système des Nations Unies, la Banque mondiale, etc., sur des problématiques de développement. Et je comprends que certains économistes se définissent plutôt comme des socio-économistes. Socio-économiste, c'est une manière un peu pudique, pour ne pas s'afficher en tant qu'économiste, parce que économiste, ça veut dire maîtriser l'économétrie. Alors, pour vous dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je le dis souvent à mes étudiants qui sont là et qui peuvent se rappeler, pour ceux qui veulent devenir de véritables économistes, il faut les maths, bien sûr aussi les stats, l'informatique et un peu de sport pour être bien. Et l'anglais. Voilà. Alors je le dis, je le redis, et ce n'est pas par hasard que je mets en premier lieu les mathématiques. Ce débat, je disais, est largement dépassé, et je crois que, sans tarder, l'économiste français Maurice Allais a très bien posé le problème, la problématique plutôt, et permettez-moi de le citer en un paragraphe. L'économiste Allais disait, certes, l'outillage mathématique est indispensable pour analyser et comprendre les phénomènes économiques. Mais le travail essentiel, ce n'est pas le maniement de cet outil logique. C'est le choix et la discussion des prémices qui doivent être fondées sur l'observation des faits. L'erreur des adversaires de l'emploi de l'outil mathématique en économique, c'est de ne pas connaître les vastes possibilités qu'il offre, que cet outil offre. L'erreur de certains mathématiciens, c'est parfois de prendre pour un but ce qui n'est et ne peut être qu'un moyen. Je pense que nous avons là en fait un condensé de l'issue de ce débat qui maintenant est suffisamment clarifié. L'outil mathématique est indispensable aux économistes aujourd'hui, mais évidemment, il ne faut pas que les économistes perdent leur âme. Il faut qu'il reste des économistes qui utilisent un appareil. Et je terminerai par, évidemment, parler un peu du contexte. Ma casquette de responsable de ce centre de recherche m'impose quand même de faire un constat qui doit être lucide, sans complaisance. Aujourd'hui, en particulier dans notre établissement, mais dans les facultés de droit, nous n'avons pas encore atteint ce niveau de conscience de l'importance des mathématiques et de leur rôle dans le développement de notre science. Et évidemment, il y a tout un débat sur c'est quoi la science, est-ce que la science économique peut affirmer et confirmer son caractère scientifique avec les maths, etc. Et c'est un débat entre épistémologues. Mais d'une manière générale, je crois que nous avons tous une responsabilité dans ce déficit que nous constatons encore de cette rencontre entre les maths et la science économique. Et quand je dis nous avons tous une responsabilité, c'est évidemment les instituts de recherche et les structures de recherche, c'est évidemment le contenu des formations, notamment au niveau master. On insiste maintenant avec la dernière note ministérielle sur il faut absolument qu'il y ait l'anglais, mais il faut qu'il y ait un modèle mathématique appliqué si nous voulons vraiment faire avancer les choses. Mais je voudrais quand même mettre le doigt et avec toute collégialité, vous avez de mes amis de l'Omega qui constituent une équipe extrêmement dynamique pour leur dire qu'ils ont une responsabilité particulière à ce niveau-là. Une responsabilité particulière de mieux se rapprocher des préoccupations de recherche des économistes, des gestionnaires et pourquoi pas même des juristes, parce que là aussi il y a matière à application des mathématiques. Et
je dirais que les économistes doivent aller vers les mathématiciens dans les facultés de sciences. Comme les mathématiciens des facultés de sciences doivent aller vers les économistes dans leur établissement d'origine. Mais la responsabilité particulière des membres d'Omega, qui sont des mathématiciens, qui travaillent dans ces facultés et avec un public d'économistes, est plus qu'importante. Ils doivent jouer un peu le rôle de courroie, de relais entre ces deux mondes. Et moi, je ne suis pas réellement... je ne peux pas me définir en tout cas comme économètre, loin de là, mais même la maîtrise de l'appareil mathématique, ça ne dépasse pas un peu l'essentiel. Ben, je me pose la question, d'abord à moi-même, mais aussi à mes collègues, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de groupe, d'équipe, de binôme qui puissent se compléter et qui travaillent sur des questions économiques en ayant l'ensemble de ces outils en main. Je pose la question sans vraiment incriminer les uns et les autres, mais de toute façon, nous avons une responsabilité commune vis-à-vis de la recherche, mais aussi vis-à-vis de nos étudiants. Ah, bon, par là entendu, je vous redis merci. Merci, Si Mohamed Abdou, de votre intervention fort intéressante, où vous avez évoqué, bien sûr, ce qu'on attend de nos collègues enseignants au niveau d'Omega. Mais ce qui m'a plu le plus aussi dans votre intervention, c'est que vous avez interpellé nos doctorants économistes. S'ils veulent se distinguer, ils n'ont pas le choix. Ils ont intérêt, bien sûr, à investir dans l'économétrie, dans les mathématiques, dans l'anglais, l'informatique, c'est obligatoire. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'être docteur, mais il faut que vous soyez excellent pour, bien sûr, regagner des bonnes places. Pour l'équipe d'Omega, ça commence. Je suis vraiment aujourd'hui... Bon, ça commence déjà parce que j'ai cette équipe-là qui participe activement, qui ont participé activement dans l'élaboration d'un master relatif à l'actuariat. C'est un début. Et on espère bien que ça s'étend même dans le domaine de la recherche scientifique, comme il a évoqué Si Mohamed Abdou. Et moi j'ai confiance. Parce que, bien sûr, cette équipe-là est dirigée par notre collègue qui a pu s'adapter. Et je suis très content aujourd'hui qu'il est parmi nous après son rétablissement. C'est Si Mohamed Zeri, que je demande d'applaudir parce que vraiment aujourd'hui, elle est là parmi nous et on lui souhaite un bon rétablissement. À vous la parole. Merci, monsieur le doyen. Monsieur le directeur de centre de recherche au sein de notre établissement, chers membres du comité d'organisation de ce symposium, chers enseignants-chercheurs, que ce soit notre établissement ou nos invités d'autres établissements, chers étudiants-chercheurs, doctorants, chers invités. Permettez-moi tout d'abord, au nom de l'ensemble des membres de notre équipe, de remercier Monsieur le doyen qui a toujours été favorable à l'ensemble justement de nos initiatives et qui ne cesse justement de nous aider justement dans toutes nos activités. Nous avons une grande chance justement d'avoir un doyen qui croit fortement justement aux mathématiques et à leur importance dans la science économique. Je remercie aussi très vivement mon cher collègue professeur Mohamed Abdou, directeur du centre de recherche et du laboratoire d'études et recherche en économique et sociale, qui lui-même nous
aide énormément justement dans tout ce qu'on nous ouvrons pour développer justement l'outil, l'application justement de l'outil mathématique, statistique, voire informatique aussi, au niveau de l'établissement. Notre équipe fait partie justement du laboratoire LERES, aux côtés de 2 autres équipes, et comme on soulevait M. le doyen, mais aussi mon collègue M. Abdou, notre équipe fait de son mieux justement pour se positionner au sein de ce laboratoire et pour justement apporter ces compétences qui sont utiles justement à nos collègues économiques et gestionnaires. Je remercie M. Abdou pour tous les efforts justement qu'il ne cesse de consentir pour développer la recherche de manière générale au sein de notre établissement. Je le considère comme vraiment la locomotive de la recherche au sein de notre établissement. Un petit mot sur Omega, ou l'origine d'Omega. Bon, Omega regroupe un ensemble d'enseignants-chercheurs de spécialités plutôt mathématiques et informatiques. Donc il relève, je dirais, des sciences dures, des sciences exactes, et évidemment, ils ont été justement recrutés au sein d'un établissement d'économie-gestion. Donc je vous laisse en quelque sorte imaginer justement peut-être, comment dirais-je, la situation de ce profil dans un établissement justement qui des fois leur est totalement étrange. Je suis le plus vieux entre guillemets, je dirais, de l'équipe, mais depuis, je dirais, 2005-2006, l'équipe a été renforcée par d'autres collègues. Aujourd'hui, on est une dizaine. On est une dizaine justement d'enseignants qui font partie de Omega. Quelles sont les activités d'Omega? Donc d'abord, il y a des activités pédagogiques. L'ensemble de ces enseignants sont amenés justement à dispenser ces cours de mathématiques, statistiques, probabilité et informatique, chose dans laquelle ils excellent. Et évidemment, il y a l'aspect recherche. Et ça, évidemment, ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce que je vous laisse imaginer aussi la difficulté, en quelque sorte, de concilier les centres d'intérêt de chacun. Et donc, de ma part et de la part d'autres collègues, on a cessé justement d'essayer de trouver en quelque sorte un terrain d'entente et d'essayer justement de se rapprocher le mieux possible justement de nos collègues économistes et aussi de participer de manière dynamique au sein de l'ABO. La preuve, depuis maintenant 2 ans, notre équipe organise des manifestations, que ce soit sur le plan pédagogique ou sur le plan recherche. Justement, après la journée de l'année dernière, journée de réflexion sur l'enseignement des techniques quantitatives, mathématiques, statistiques au sein des facultés des sciences économiques et gestion, dans lequel les économistes et les mathématiciens ont débattu justement sur le rôle, l'importance de cet outil, mais surtout sur la manière d'enseigner ces techniques auprès d'un public pour lequel, des fois, ces outils, justement, relèvent d'un autre monde. La preuve, on a toujours un problème au niveau de l'enseignement de ces outils auprès surtout des étudiants de première année. Il suffit de voir justement leurs résultats. Donc, on travaille, on essaie d'innover aussi au niveau justement de l'enseignement et la pédagogie justement de la matière dans l'établissement. Cette année, l'équipe a profité aussi de l'organisation du congrès, ou du 5e congrès de SM2A, pour justement aussi participer au congrès. Et je remercie fortement M. Serhani, Mme Benchir et les autres qui font partie du comité d'organisation de ce congrès et qui ont tout fait justement pour
organiser ce symposium au sein de notre établissement concernant les mathématiques et leur application en économie et finance. Donc, je remercie tous les membres pour leur présence, pour leurs grands efforts à participer, à organiser ce genre de manifestations. Il y a d'autres manifestations justement qui sont en cours et comme a dit M. Abdou, l'équipe elle est là. Hein, il y a une dynamique qui s'est installée et on va toujours justement la, je dirais, développer, la poursuivre. Bien, je vais terminer par remercier l'ensemble des intervenants d'aujourd'hui qui vont intervenir dans différentes thématiques et c'est tellement riche parce qu'on a plus d'une trentaine de communications ce matin. Je tiens à remercier mes chers collègues professeurs qui viennent des facultés des sciences. Je tiens à remercier également le professeur Nadia Raisi qui donc, va dispenser la session plénière. Nous lui souhaitons donc la bienvenue. Et je remercie l'ensemble de nos invités qui, je suis sûr, vont participer à l'ensemble de ces communications et à la réussite de cette journée. Encore une fois, merci à tout le monde. Merci, monsieur. Merci, Si Mohamed Zehri, donc qui a pris la parole en tant que directeur de l'équipe Omega. Mais je tiens à rappeler que mon collègue, c'est le vice-doyen chargé des affaires pédagogiques et estudiantines au sein de notre établissement. Je cède la parole maintenant à M. Serhani, le coordonnateur de comité d'organisation que je tiens à saluer très très fort parce que pour la réalisation de journée, ça fait des semaines qu'ils ont entamé la préparation. Et c'est pas facile d'accueillir donc un nombre impressionnant d'intervenants. Donc notre établissement a eu sa part du gâteau et nous tenons bien sûr à remercier nos chers collègues qui ont répondu favorablement et à participer à cette journée qui est organisée au sein de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès. Donc, à vous la parole. Merci. Alors, merci, Monsieur le Doyen. Monsieur Mohamed Abdou, directeur du Centre de recherche de droit, économie et gestion. Monsieur Zehri, le directeur de l'équipe Omega et le vice-doyen chargé des affaires estudiantines. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le Doyen pour tous les efforts qu'il a fait pour nous soutenir. C'est vrai qu'il nous a soutenus moralement et financièrement, bien sûr, il faut le dire, il faut le signaler. Alors sans soutien financier, ce symposium n'aurait pu avoir lieu. Alors je le remercie vivement. Il nous a soutenus depuis le commencement des préparatifs de ce congrès. Alors je remercie M. Abdou qui a accepté de parrainer ce symposium dans le cadre du Centre de recherche en droit, économie et gestion. Et bien sûr, M. Zehri, il est l'un de nous, donc il est l'un des coordonnateurs de ce symposium. Alors je tiens à remercier aussi M. le vice-doyen chargé de la recherche scientifique, M. Mustafa Mahammar. Il nous a soutenus bien sûr moralement et techniquement, et toute l'équipe technique, plus particulièrement Kalima, qui nous a soutenus. Alors je vais être bref, donc je vais parler un petit peu du programme. Alors bien sûr, comme vous le savez, ce symposium s'inscrit dans le cadre du 5e congrès de la Société marocaine de mathématiques appliquées. Alors après le mot de M. Doyen, M. Abdou, M. Zehri, on va enchaîner avec la séance plénière, la conférence plénière de professeur Nadia Raisi. Et juste après, donc, on va faire la pause café, il y a un petit changement dans le programme. La pause café directement après la séance plénière, et après on va enchaîner avec les séances plénières. Alors je dirais un petit mot pour ne pas retenir trop. Je répondrai à M. Abdou, il a dit que les mathématiques, ils ont à un certain moment divisé les économistes. Alors notre but aujourd'hui, c'est de les réconcilier. Voilà, de les réconcilier et de leur prouver que les mathématiques servent à quelque chose en fait, et servent à modéliser. D'ailleurs, Nadia Raisi va nous prouver aujourd'hui qu'on peut faire des mathématiques pour gérer la gestion des pêcheries, la gestion bioéconomique des pêcheries. Donc je vous souhaite la bienvenue, je souhaite à tous les participants
nos professeurs qui nous ont honorés par leur présence. Je vous souhaite la bienvenue et merci pour votre présence. Merci, M. Serhani, coordonnateur du comité d'organisation locale. Et là, bien sûr, sans tarder, je vais passer la parole à Madame Raisi Nadia, que je tiens vraiment à la remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et nous souhaitons bon courage et bonne continuation. Merci. De projets chargés de plein d'aventures, je vais dire. La plus grosse aventure, c'était en 2005, quand avec un certain nombre de nos collègues, nous avons décidé de créer la SM2A. Nous avons décidé de créer la SM2A et c'était un projet très ambitieux. À l'époque, nous étions quelques collègues qui travaillaient en mathématiques appliquées, qui faisaient du porte-à-porte justement pour pouvoir démontrer que les mathématiques peuvent être utiles à d'autres disciplines. Et nous étions regardés quand même de haut par nos autres collègues, nos pairs, qui se prétendaient faire des mathématiques nobles. Or, toute la noblesse vient, et je soulignerai que toute la noblesse des mathématiques est dans son utilité, n'est-ce pas? Et bon, aujourd'hui, ce n'est plus approuvé. L'utilité des mathématiques n'est plus approuvée. Nous avons écouté les discours de nos hôtes qui définitivement pensent et croient en l'efficacité des mathématiques. C'est aussi le cas des biologistes, c'est aussi le cas des médecins, c'est aussi le cas de beaucoup de gens, beaucoup d'autres disciplines avec qui on a travaillé. Alors la SM2A se voulait être une tribune avec beaucoup d'ambition. Elle a été créée justement pour fédérer les efforts de tous les mathématiciens et pour pouvoir transcender les barrières géographiques et disciplinaires. Force est de constater aujourd'hui avec beaucoup de plaisir que cet objectif est atteint, puisque notre présence ici même dans une fac d'économie en est une preuve. La barrière géographique, on est au 5e congrès, lesquels congrès se sont déplacés à travers le Maroc, et je pense qu'on a une bonne représentativité. On a su regrouper les potentiels, on a su regrouper et surtout, on a pu engendrer une génération de jeunes mathématiciens qui va prendre la relève, c'est-à-dire si demain on veut partir à la retraite, on peut partir tranquille puisque la relève est assurée. Je tiens à remercier particulièrement Mustafa et Shakib qui sont mes enfants spirituels pour leur invitation, pour leur travail. Et d'ailleurs, ce que je vais présenter, ce n'est pas mon travail, mais c'est leur travail à eux qui a été fait avec beaucoup de plaisir. Alors, on s'est intéressé à la pêcherie, disons, il y a bien longtemps. Ça doit bien faire 20 ans, 30 ans, en 97, je ne sais plus compter. En 97, où on avait commencé un projet d'action intégrée avec Lyon, et c'était mon ancien directeur de thèse, Francis Clark, qui était le partenaire français. Et puis l'idée était venue justement d'appliquer la théorie du contrôle à la gestion des ressources renouvelables. La théorie du contrôle, c'est un peu ma spécialité. Et je connaissais un petit peu les travaux de Colin Clark, une école canadienne, et je pensais que, vu que le secteur est important au Maroc, que ce serait bien de pouvoir travailler là-dessus. Et c'est comme ça que plusieurs thèses ont été encadrées, et nos jeunes continuent à travailler là-dessus. Alors sans plus tarder, je voudrais peut-être décortiquer un petit peu le titre, qui est en anglais. Alors, gestion des pêches et bioéconomie. Bioéconomie est un mot intéressant et c'est ce qui a tout de suite interpellé l'Institut national de recherche halieutique quand je suis allée les voir pour leur demander leur coopération. Bioéconomie, en fait, comme le nom l'indique, c'est l'économie des ressources biologiques. Et ça a été créé, l'école a été vraiment fondée par Colin Clark au début des années 70
lorsque, dès le départ, en fait, le problème... Alors, juste pour parler de la motivation aussi, non seulement la motivation mathématique, parce que l'outil de la théorie du contrôle est quelque chose d'intéressant, mais également la motivation par rapport à ce qui se passe dans le monde. En tant que citoyens du monde, nous sommes interpellés quand vous savez que 87% des stocks halieutiques sont menacés, n'est-ce pas? Ils sont menacés, pourquoi? Parce qu'il y a une surexploitation. Ça d'une part. On peut se poser la question, pourquoi cette exploitation, cette surexploitation? Cette surexploitation vient certainement de mauvaises politiques de gestion, notamment lorsque on voulait pêcher en maximisant le profit sans tenir compte des contraintes écologiques, etc. Ça, c'est en tant que citoyen du monde. En tant que citoyen marocain, il faut savoir que le secteur de la pêche représente 2 à 3% de la part du PIB du Maroc et que nous avons des revenus avec une croissance annuelle de 5% moyenne et que ça représente 10% des exportations et que 10% de la population marocaine vit de cette activité. Donc, il mérite tout notre intérêt. Alors, d'autant plus que dans le cadre du grand programme de développement marocain Halietis, l'objectif 2020 est de multiplier par 3 la part du PIB. Alors, il est nécessaire donc d'avoir une gestion responsable et tous les efforts doivent être fournis par tous les citoyens pour pouvoir aider à atteindre ces objectifs. Je pense que 2020, c'est dans 3 ans, ça va être difficile. Mais en tout cas, nous, on va faire notre part du boulot et nous allons essayer de faire ce qu'on appelle de l'aide à la décision. Alors, je vais d'abord placer le concept, c'est-à-dire comment peut-on voir l'économie des pêches. L'économie des pêches, à partir du moment que la ressource peut générer des revenus, elle peut être considérée comme un capital. Donc ce capital qui génère des revenus peut être traité dans la théorie du capital. Et c'est ce qu'a fait Hotelling très tôt en 1931, sauf que il est arrivé un modèle où les prix avaient une croissance exponentielle. Croissance exponentielle, bon, c'est un peu moyen. Et donc, les travaux de Hotelling ont été revus. Et le gros problème de ces modèles, c'est qu'ils ne tenaient pas compte du tout de l'aspect environnemental et écologique de la situation. Donc, il a fallu attendre les années 70 pour que Colin Clark, un Canadien, s'attaque aux problèmes qui existaient dans l'Atlantique ouest, oui, entre le Canada et les États-Unis dans la pêche de la baleine. Alors, il y avait un gros conflit et la baleine du Pacifique ouest était menacée de disparition à cause de la surexploitation. Et il a présenté un modèle extrêmement simple qui a été suivi à la lettre et qui a sauvé la baleine de ce Pacifique. Alors, ensuite, ce modèle, et là, heureusement que nous avons eu la possibilité de travailler sur les travaux et c'est là qu'on voit les grands maîtres. Un grand maître, c'est quelqu'un qui fait un travail et qui génère une école de recherche à travers ce travail. C'était le cas de Colin Clark. À partir de ce travail, évidemment, toute l'école de Colin Clark, à laquelle nous appartenons, mon équipe et moi-même, tous les travaux consistaient à greffer des préoccupations, greffer des problématiques sur ce modèle fondamental. Mais tout le travail a été fait par lui. Alors, je vais présenter brièvement son travail. Alors, donc, en premier lieu, on regarde X, c'est quoi? X, ça représente la biomasse du stock exploité, qui évolue, si on n'avait pas la pêche, qui évolue selon une fonction de croissance f de x. Même chose pour un capital, on peut imaginer, n'est-ce pas, que l'évolution d'un capital est représentée par l'équation x point est égal à f de x. Maintenant, on perturbe cette croissance naturelle
en rajoutant un taux de mortalité par la pêche. Le taux de mortalité par la pêche est représenté par le facteur QEX. On suppose que l'on connaît l'état du stock avant de commencer à pêcher et que l'effort de pêche qui peut être assimilé, on va dire, ça les aliotes ils n'aiment pas trop, mais bon, il faut qu'on simplifie les choses, on fait de la modélisation, qui peut être attribué au nombre de bateaux en activité de pêche. Et ce nombre de bateaux est limité par un nombre maximum. Bien, alors, étant donné cette dynamique de la population donc, de poissons, cette dynamique est donc là, et l'objectif de celui qui pêche, c'est de maximiser son profit. Disons que s'il pêche sur un horizon infini, son profit, alors le profit instantané, c'est le prix unitaire multiplié par la capture, moins le coût de l'effort de pêche, n'est-ce pas? Et à cet effort instantané, on va intégrer un taux d'actualisation, et s'il pêche sur un horizon infini, on va sommer tout ça. Et ça donne cette fonction income que vous voyez ici dans le deuxième encadré. Alors, bon, pourquoi l'infini? Parce que bon, on considère que c'est pas que le taux de vie est infini, mais que l'activité n'est pas déterminée par une limite de temps. Ça, c'est dans un premier temps. Je parle bien du modèle fondamental de Colin Clark. Alors, si on regarde le problème consiste à trouver, à déployer un certain nombre de bateaux qui soient en mesure, n'est-ce pas, de maximiser cet effort de pêche. Il y a dans l'horizon infini un objectif de durabilité de l'activité, n'est-ce pas? Parce que si on considère le problème avec un horizon fini, au bout d'un moment, on applique la politique de dernière chance où il s'agit de maximiser son revenu et puis oublier l'état de la ressource. Donc, dans un horizon infini, nous avons un objectif aussi de durabilité. Alors, le problème est un problème simple de contrôle optimal qui peut être traité comme un problème de calcul des variations et où l'équation de l'air joue un rôle fondamental. Et c'est la troisième équation que vous voyez ici sous vos yeux. Cette équation, si f, la fonction de croissance, se comporte bien, notamment la logistique, eh bien, elle admet une solution unique qu'on va appeler un équilibre bionomique. Alors maintenant, c'est très beau tout ça, on a un équilibre bionomique, mais que doit faire le pêcheur pour atteindre ses objectifs? Eh bien, ce que doit faire le pêcheur, c'est simple, ça va dépendre de l'état initial de la ressource. Si l'état initial de la ressource, avant de commencer la pêche, est suffisamment important, il doit déployer un effort maximal jusqu'à atteindre cet équilibre bionomique et y rester en déployant un effort qui fait que x point est égal à 0, c'est-à-dire E égale à E étoile égale à f de x étoile sur qx étoile. Maintenant, si le stock initial n'était pas suffisamment important, c'est-à-dire inférieur à cet équilibre, eh bien, il va falloir laisser générer la population de poissons tranquillement jusqu'à atteindre x étoile et commencer à ce moment-là la pêche, c'est la courbe en rouge, en déployant indéfiniment l'effort de pêche E égale E étoile. Et voilà ce qui a réussi à sauver la baleine du Pacifique canadien. Et c'était, bien entendu, on était dans le cas de la courbe rouge, c'était une alerte, le stock de baleines était menacé de disparaître. Et il a régénéré grâce à ce modèle. Bien, alors, en ce qui nous concerne, au Maroc, on a eu, dès qu'on est entré en contact avec l'INRH, dans le cadre de ce projet justement avec Lyon, il a fallu définir les problématiques. La première problématique qui était à chaud, et qui reste encore à chaud de nos jours, c'est tous les accords de pêche.
notamment les accords de pêche avec l'Union européenne, qui posaient un problème, renouvellement par renouvellement. C'était assez problématique, parce qu'il y avait des questions modélisables, et il y en avait d'autres qui ne l'étaient pas du tout. Il y avait des questions stratégiques, de négociation tout à fait politiques, que vous connaissez bien, et qui n'étaient pas. En tout cas, nous, on s'était dit, bon, on va faire quand même notre travail. Lorsqu'on fait de l'aide à la décision, en fait, on fait notre métier, on présente une plateforme d'aide à la décision. Après, on ne va pas poursuivre les décideurs pour leur dire pourquoi vous n'avez pas appliqué nos décisions. C'est leur problème. Alors, deuxième problématique sur laquelle nous avons été sollicités, et nous les avons sollicités également, c'est tout ce qui est plan d'aménagement des pêcheries. On avait commencé par les céphalopodes, donc on avait présenté un modèle sur le poulpe, parce qu'il y a eu en 1996 un effondrement du stock qui n'était pas explicable, et donc c'était... Il y a toujours des urgences dans ce secteur. Mais en tout cas, nous, ça nous donnait de la matière. Alors, ensuite, on a aussi collaboré dans un plan d'aménagement des petits pélagiques. Et ça a été notamment avec une thèse d'un chercheur de l'INRH. Voilà. Alors après, les choses à la mode, c'était les zones de protection marine. Pour les zones de protection marine, il fallait définir la zone, expliquer pourquoi celle-ci ou pas celle-là. Les modèles mathématiques répondent finalement assez bien à ça. Notamment, il y a eu des mesures expérimentales en Méditerranée où des coraux artificiels ont été créés pour délimiter des zones de protection marine. Et enfin, et ça va plaire aux économistes, il y a la question récurrente en économie qui considère que, bon, il y a des questions de pricing. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les systèmes de pêche, mais l'ONP définit chaque jour un prix par ressource et par port. Et donc, il y a des choix qualitatifs qui doivent être faits de ces prix-là, et il faut justifier leur opportunité. Voilà donc les 4 problématiques sur lesquelles mon équipe et moi-même, depuis maintenant 20 ans, nous travaillons, et je pense que on peut être content des résultats. Nous, en tout cas, je ne sais pas s'ils sont appliqués, mais ils sont applicables et ils sont améliorables. C'est ça qui est intéressant. Alors, dans un premier temps, en ce qui concerne les accords de pêche, la problématique était, devons-nous, oui ou non, renouveler les accords de pêche avec l'Union européenne? Alors bon, on s'est basé un petit peu toujours sur l'école de Colin Clark. Colin Clark, avec Francis Clark et Gordon Munro, avait un très joli modèle qui consistait à autoriser ou non une nation étrangère à pêcher dans les zones, dans la zone exclusive économique qui s'étend à 200 miles sur la côte et le pays côtier mitoyen, c'est lui qui est propriétaire. À ce modèle, nous avons greffé la présence d'une flottille nationale. Donc, comment devait être géré? On a gardé les mêmes conditions d'accès, c'est-à-dire des taxes et des subventions pour la flottille étrangère, des taxes et des subventions pour la flottille nationale, mais la coexistence entre les deux était une question assez intéressante. Or, force est à dire, donc on a travaillé dans un premier temps en utilisant des modèles d'optimisation de niveau, et on avait remarqué que de toute façon c'était la loi de la jungle, malheureusement, qui dominait lorsqu'on traitait le problème avec l'outil optimisation en plusieurs niveaux, c'est-à-dire que la flottille la moins efficiente était obligée de quitter la pêche pour la plus efficiente. Ce n'était pas très intéressant. Donc on a repris ce travail en utilisant, plutôt que de l'optimisation et de maximisation des profits, on a utilisé des notions d'équilibre, notamment l'équilibre de Nash,
et c'était un travail qui a été fait dans le cadre d'une de mes doctorantes, Chata, et qui permet et qui autorise à une coexistence, sous certaines conditions, coexistence des deux pêcheries. Alors, en ce qui concerne les différentes zones de pêche au Maroc, nous avons 3 zones sur l'Atlantique. Je ne parle pas trop de la Méditerranée parce que je pense que l'Atlantique en lui-même présente assez de challenges. Alors, nous avons 3 zones. Zone centrale, zone nord et zone sud. N'est-ce pas ? Et sur ces zones-là, il y a des déplacements. Et bon, ce qui est le gros intérêt de la zone atlantique, c'est qu'on a un phénomène d'upper wheeling, qui est un courant qui favorise la nutrition. Et ça, il y a 4 endroits au monde où ça existe sur notre planète. Et le Maroc a le privilège de faire partie de ces 4-là, la zone atlantique, qui privilège le déplacement des nutriments et donc qui favorise la ressource. Et donc, c'est encore une fois quelque chose qu'il faut traiter avec une gestion vraiment responsable. Bien, donc nous avons considéré différentes zones de pêche en fonction des caractéristiques océanographiques et des déplacements entre ces zones-là. Alors, ce qui était particulièrement heureux dans cette recherche, c'est que grâce à notre collègue chercheur de l'INRH, qui avait des données, eh bien, il a validé que, en fait, notamment, les modèles que l'on prenait, qui étaient plutôt simples, avec une fonction de croissance logistique, etc., étaient tout à fait adaptables et observables par rapport aux données. Donc, on a pu, peu importe, comme je dis, chacun son métier, chacun fait ce qu'il peut. Alors, pour les questions de pricing, le grand spécialiste du pricing est ici dans votre faculté, c'est Chakib, qui a toujours travaillé avec des modèles où il faisait varier les prix, parce que vous avez vu dans le modèle de Colin Clark, le prix était considéré constant, or il n'est pas constant, on le voit quand on va faire le marché. Très bien. Alors, bon, ces 4 problématiques sont traitées avec des modèles, comme je disais, on n'a rien inventé, on a pris un modèle, le modèle fondamental de Colin Clark, auquel on a greffé ces différentes préoccupations pour pouvoir répondre à ces problématiques. Et la force donc de ces modèles, c'est que nous avons des paramètres de contrôle. Nous avons le contrôle sur un certain nombre de paramètres. Maintenant, quel est le choix de ces contrôles ? Ces contrôles, ces paramètres sont assujettis à des mesures de pêche. Donc alors on va regarder ce qui se fait. Évidemment, on n'a pas la main, on n'a pas le contrôle sur la ressource, mais on a le contrôle sur la pêche, sur comment on intervient. Alors, les différentes mesures sont les taxes et les subventions. Alors, les subventions, elles peuvent être indirectes, comme par exemple des réductions dans le prix du gasoil dans les ports pour les bateaux de pêche. Il y a des taxes qui sont, à chaque fois qu'une capture est débarquée dans un port, il y a des taxes par unité de ressources. Ensuite, il y a toutes les politiques d'investissement. Quand les banques encouragent l'activité, c'est qu'ils accordent des prêts à des taux intéressants. Tout ça, c'est une politique d'investissement. Et puis, bon, il y a, vous en avez certainement déjà entendu parler, ce qu'on appelle les mesures classiques de quotas par ressource. Et bien entendu, les biologistes insistent beaucoup là-dessus, et c'est extrêmement important, c'est les repos biologiques, les périodes de repos biologiques. Et maintenant, donc, on a aussi les zones de protection marine. Alors tout ça, ce sont des mesures classiques, bien entendu. On peut les comprendre intellectuellement. Mais, comme disait mon collègue tout à l'heure, il va falloir mesurer. Je veux bien des taxes et des subventions, mais combien ? Pourquoi ? Pour quel objectif ? L'investissement, comment ? Et les quotas et les repos biologiques, à quelle période ? Tout ça, les modèles nous permettent, n'est-ce pas, de donner une évaluation de ces mesures-là.
de pouvoir les définir quantitativement. Et alors, en fait, ce qui est intéressant, et je reviens à la conférence d'hier, plénière, de la définition des systèmes complexes. Ces modèles-là, même s'ils sont simples mathématiquement, ils font partie des systèmes complexes parce que, à travers leur analyse, il y a des propriétés émergentes auxquelles qu'on n'aurait pas deviné si on n'avait pas commencé à faire le modèle et à l'analyse. Et ça, c'était une des définitions que notre collègue Aziz Alaoui a donné hier des systèmes complexes. C'est qu'au départ, ce n'est pas le nombre de variables, ce n'est pas la complexité, ce n'est pas nécessairement le chaos, mais c'est un modèle qui va donner des résultats inattendus. Que si on n'avait pas fait l'analyse de ce modèle, on n'aurait pas deviné du tout ce genre. Alors, et c'est ce que j'appelle les mesures émergentes et qui sont notamment, qui ont émergé de l'analyse de nos modèles, qui sont notamment la distribution de la pêche à travers la distribution de la pêche à travers les différentes zones et les politiques de pricing. Alors, en ce qui concerne le premier travail sur lequel on s'était penché, qui n'était pas un résultat pas satisfaisant, beaucoup d'efforts mathématiques, mais un résultat qui dit que finalement une pêcherie doit céder la place à l'autre parce qu'elle est moins bonne. Bon, je pense que d'un point de vue aide à la décision, on n'a pas beaucoup aidé. Mais d'un point de vue mathématique, c'était quand même joli, parce qu'on avait un problème d'optimisation à plusieurs niveaux et on a commencé à s'amuser avec ça, en considérant qu'une analyse principale agent, le principal étant l'État, qui manipule des taxes et des subventions, et les agents sont la flottille nationale et la flottille étrangère, qui doit déployer son effort de pêche en tenant compte des taxes et des subventions que l'État lui fait en second plan. Bien. Donc, après ça, bon, voilà. Malheureusement, on a quand même, à cause du fait, alors, quand on a réfléchi à la question, c'est que, en fait, la problématique ne devrait pas se voir en termes de maximisation du revenu, mais plus, si on veut, une coexistence, mais plus au niveau d'une stabilité, d'une stabilisation de la ressource et de l'activité. Donc, objectif de durabilité. On change d'objectif. En changeant d'objectif, justement, on va parler d'équilibre. Alors, puisqu'on a plusieurs agents, on peut considérer ça sous la forme d'un équilibre de Nash. Alors, un équilibre de Nash, c'est une politique où chaque flottille choisit son effort de pêche, n'est-ce pas, de façon à ce que si l'une des deux change son effort de pêche, les revenus sont moins bons. Voilà. Alors, et là, on a utilisé des méthodes, des méthodes préférées de Mustapha Elie. Les méthodes d'Hamilton Jacobi, c'est une approche connue en la théorie d'Hamilton Jacobi pour les gens qui font de la théorie du contrôle, mais la force de cette méthode n'est pas très connue. Alors c'est souvent ce que je dis à mes étudiants, on a quand même une Ferrari qu'il va falloir pouvoir utiliser pour utiliser. Alors, en quoi consiste l'approche d'Hamilton Jacobi? L'approche d'Hamilton Jacobi se base sur le fait que l'unique solution de l'équation d'Hamilton Jacobi, sous les conditions que je vous passe, tout va bien dans le meilleur des mondes, est une fonction marginale. Une fonction marginale qui est une fonction définie comme étant la valeur minimale ou maximale de notre problème d'optimisation. Alors, le fait que ça soit l'unique solution me permet de définir comme un test d'optimisation, un test d'optimalité, je vais dire. Alors, en quoi consiste ce qu'on a appelé la route d'or de Kara-Teodori? C'est d'abord de faire une conjecture. On va vérifier l'optimalité d'un candidat à l'optimum. Alors, on identifie un équilibre de Nash, on s'est dit, celui-là, il a l'air d'être un bon équilibre, et on va vérifier, n'est-ce pas, son optimalité en utilisant cette méthode d'Hamilton Jacobi. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on va dire, c'est notre conjecture,
c'est notre équilibre, on va calculer la fonction marginale comme si c'était vraiment l'optimum. Une fois qu'on a calculé cette fonction, donc, on utilise donc c'est la troisième étape, on utilise cette conjecture pour calculer la fonction, et puis maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, tout simplement, de vérifier. Hein, le test de vérification, c'est est-ce que cette fonction que nous avons définie vérifie ou non Hamilton-Jacobi. Elle vérifie Hamilton-Jacobi, super, magnifique, notre conjecture est bonne. Elle ne vérifie pas Hamilton-Jacobi, ben, on peut revenir à notre conjecture, la rectifier, de façon à ce que notre objectif soit la vérification d'Hamilton-Jacobi. Voilà. Donc c'est l'approche que nous avons faite avec Shatta et Mustafa pour pouvoir démontrer qu'on a, dans le cas d'une flottille nationale, une flottille étrangère, une possibilité de coexistence entre les deux flottilles, et cette coexistence est donnée par un équilibre de Nash. Voilà. Je trouve quand même que c'est un résultat mathématique assez intéressant, mais l'intérêt économique est tout aussi intéressant, c'est-à-dire la durabilité de l'activité en présence d'une flottille étrangère. Alors ensuite, avec Mounir Djeri, nous nous sommes penchés sur les questions d'investissement. Les questions d'investissement, vous vous souvenez que lorsque j'ai présenté tout à l'heure le modèle de Colin Clark, à un moment donné, il fallait ne pas pêcher et passer tout de suite à déployer un certain nombre de bateaux. Ou alors, il fallait pêcher avec un maximum, puis diminuer tout d'un coup le E max pour devenir E étoile. Ça veut dire que vous allez dire aux pêcheurs, vous allez brûler vos bateaux, vous allez faire quelque chose. Bon, c'est pas très applicable. Ça a été appliqué au Canada, mais bon, ils ont leur discipline. Mais on a pensé que plutôt que de contrôler par l'effort de pêche, on pourrait contrôler par la variation de l'effort de pêche. C'est-à-dire assurer une continuité à cet effort de pêche. Ne pas avoir de saut dans le nombre de bateaux, notamment. Et c'est pour ça qu'on a cette équation E point est égal à U. Alors le reste, c'est une fonction caractéristique pour assurer qu'on reste sur un nombre de bateaux positif. Donc ça, il ne faut pas qu'on l'oublie, nous, en tant que mathématiciens, quand on travaille sur des modèles concrets, c'est que les variables sont positives. Bien. Alors, on a retenu ici, on a obtenu un résultat avec Mounir d'existence d'un équilibre. Alors un équilibre, c'est quoi? Un équilibre, c'est encore quelque chose qui est s'il est stable. C'est un équilibre qui permet de dire que la ressource va rester à un certain seuil et que l'activité peut rester aussi à ce seuil-là. Et comment on atteint cet équilibre? Tout dépend des conditions initiales, ici qui sont définies par deux états, X et E. X, c'est la ressource, E, c'est l'effort de pêche. Et dépendamment de la position, vous voyez ici, dépendamment de la position où on se trouve par rapport à ces conditions initiales, n'est-ce pas, on peut déployer une politique d'investissement de façon à se ramener à cet équilibre, n'est-ce pas? L'équilibre est ici l'intersection des isoclines, comme vous pouvez le constater. Si on part ici du point A, eh bien, il s'agit d'avoir un investissement maximum de façon à faire croître et l'effort de pêche et la ressource jusqu'à traverser l'isocline x point égale à 0. Là, la ressource va décroître, l'effort de pêche va croître jusqu'à atteindre la séparatrice. Une fois sur la séparatrice, eh bien, on peut choisir adéquatement le contrôle de façon à se ramener jusqu'à la position d'équilibre. Et c'est ce qu'on appelle les lois de feedback, c'est-à-dire des contrôles qui sont choisis, donc c'est la boucle fermée, des contrôles qui sont choisis par rapport aux états, et pas comme on était au départ, on avait un contrôle qui définissait l'état, maintenant c'est l'état qui définit le contrôle. Réajuster sa politique au fur et à mesure de son état, c'est-à-dire avoir une réactivité dynamique.
dans les choix des décisions. Voilà. Alors ensuite, avec Chatan, nous avons repris ce modèle et nous avons changé l'investissement. On s'est dit que l'investissement pourrait être considéré comme une part du revenu. Alors, vous vous souvenez, le PQX-C, c'était un revenu, n'est-ce pas? E fois PQX-C, c'était le revenu généré par la pêche. Et on s'est dit, ben voilà, une partie de ce revenu, soit alpha de T, qui va être compris entre 0 et 1, peut être considéré comme un investissement pour augmenter ou diminuer, s'il le faut, le nombre de bateaux. N'est-ce pas? Et alpha de T, donc, ça va être notre contrôle et il va être considéré comme un paramètre compris entre -1 et 1. Et alors, on a étudié donc, ce système dynamique. Ben, c'est une étude c'est un système contrôlé quand même, parce que alpha dépend, mais on l'a étudié avec une méthode qui est assez intéressante, sur laquelle on s'est penché, c'est la méthode de la viabilité. Qu'est-ce qu'on appelle la viabilité? La viabilité, c'est lorsque, bon, parce qu'ici on a un ensemble de contraintes, je vous le montre. La contrainte majeure, c'est que la ressource ne doit pas descendre en deçà d'un seuil critique, c'est x supérieur à x 1000, et l'effort de pêche doit rester toujours entre deux valeurs, E min et E max. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les contraintes de viabilité, et notre souci de maximiser les profits, etc., on l'a complètement oublié. Le souci majeur, maintenant, consiste à dire, est-ce qu'on peut toujours déployer une politique d'investissement? Quelle est la politique d'investissement maintenant? Elle se traduit en, peut-on choisir une part correcte de revenus de façon à ce que, dans la durée, on puisse maintenir et le stock et l'effort de pêche dans cet ensemble de contraintes. Donc c'est là la question. Et ça se traite avec ce qu'on appelle la théorie de la viabilité. Alors la théorie de la viabilité, comme le nom l'indique, consiste à dire vous avez un système, n'est-ce pas, et que vous vous intéressez à des trajectoires de ce système qui restent à l'intérieur d'un domaine. Vous êtes à l'intérieur d'un domaine... sans tableau. Okay. Vous êtes à l'intérieur d'un domaine et le danger consiste à sortir, que vos trajectoires sortent de ce domaine. C'est pas grave s'il y en a quelques-unes qui sortent, mais peut-on s'assurer au moins l'existence d'une trajectoire qui va rester dans cet ensemble de contraintes? Vous voyez que les contraintes sont des contraintes impératives. La première, c'est une contrainte de survie de l'espèce, de la ressource. La deuxième, c'est une contrainte économique de survie de l'activité. Je vous rappelle que 10% de la population marocaine vit de l'activité de la pêche, et donc qu'il faut absolument maintenir ces contraintes. C'est sérieux, ce n'est pas quelque chose pour se faire plaisir, nous les mathématiciens. Et donc, comment peut-on s'assurer de l'existence d'une bonne politique d'investissement de façon à nous maintenir dans cette contrainte? Alors c'est là que la théorie de la viabilité nous vient en aide, dans le sens où dit tout dépend bien évidemment des conditions initiales. Vous avez des conditions initiales qui vous permettent de dire que oui, vous pouvez choisir un contrôle qui vous maintienne dans l'ensemble des contraintes. Mais il y en a d'autres, c'est pas évident. Et cet ensemble de conditions initiales, c'est ce qu'on appelle le noyau de viabilité. Évidemment, on va aller chercher à le calculer, d'avoir le plus gros possible pour avoir le plus de marge de manœuvre. Et le calcul de ces noyaux de viabilité est très intéressant, parce que ça fait appel à des problèmes inverses, notamment en équation différentielle. Alors moi je vous dis, hein, le problème est intéressant, mais on s'amuse beaucoup mathématiquement. Et donc, voilà, un ensemble de contraintes est dit viable si vous pouvez toujours définir une trajectoire qui reste à l'intérieur de cet ensemble. S'il ne l'est pas, eh bien on va définir l'ensemble, le plus gros ensemble de conditions initiales qui va nous permettre de définir des trajectoires viables. Dans le cas de la politique d'investissement, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais essayer juste de retracer un petit peu ici la limite du domaine de viabilité.
la limite du domaine de viabilité, c'est notamment ces deux courbes-là, celle-là, puis il y en a une ici, oui, une ici, une toute petite, on ne la voit pas, il faudrait refaire ces dessins plus grands. Et donc, ces courbes sont des courbes limites, c'est les courbes de danger. Vous sortez de là, eh bien, vous n'avez pas de politique d'investissement viable. Vous restez à l'intérieur de cet ensemble-là, qui est limité par ces courbes-là, eh bien, vous pouvez toujours définir une politique d'investissement viable. Voilà. Alors, je vais passer rapidement sur... combien j'ai de temps? 5 minutes? Bon, là, je ne vais pas parler du tout de ça. Je vais peut-être parler de la dernière étape du pricing, n'est-ce pas? Alors, pour les politiques de pricing, si vous regardez le modèle en haut, j'ai maintenant deux états. J'ai une variation du prix et j'ai une variation de la ressource. La variation du prix dépend, alors je pense que ça, les économistes, ça leur parle, de la différence entre la demande et l'offre, n'est-ce pas? Donc vous avez un paramètre epsilon de réajustement qui nous permet de ne pas parler de retard parce qu'il y a un réajustement des prix, de la variation. La variation des prix donc dépend de la différence entre la demande et l'offre, et vous avez la même équation pour la dynamique de la ressource. Alors, je suppose que je vais prendre une fonction de croissance classique qui est la logistique et que j'ai une contrainte que l'effort de pêche est toujours compris entre deux valeurs. N'oubliez pas qu'il faut assurer l'activité, donc E doit toujours rester supérieur à E' et ne pas dépasser E max. En même temps, on a une contrainte sur les prix qui consiste à dire les prix ne peuvent pas dépasser un intervalle. Il ne peut pas être en deçà d'un prix minimum et au-dessus d'un prix maximum. Alors, le prix maximum peut garantir la consommation et tout le long du temps, indéfiniment, alors que le prix minimum garantit un minimum de revenus, donc pour les gens qui travaillent dans cette activité. Alors, ici, nous avons les isoclines qui sont tracées. L'intersection des isoclines, c'est le point d'équilibre. Et on va justement, autour de ces points d'équilibre, tracer un domaine de viabilité. Un domaine de viabilité, ce serait quoi? Un domaine de viabilité, ce serait un ensemble de conditions initiales, n'est-ce pas, pour lesquelles on peut définir des couples XP, donc on peut définir des contrôles E, des efforts de pêche E, qui nous maintiennent indéfiniment dans l'ensemble de viabilité. Voilà. L'ensemble de viabilité, encore une fois, l'intérêt majeur, c'est qu'on maintient la ressource en deçà d'un seuil minimum, on maintient les efforts de pêche dans un intervalle donné et on maintient les prix dans un intervalle donné raisonnable. Voilà. Alors rapidement, le noyau de viabilité va être défini grâce à cet ensemble de points d'équilibre. Si cet ensemble est non vide, eh bien le noyau de viabilité, on peut le tracer ici en rouge. Il est compris donc entre ces deux courbes limites L1 et L2. Et là, vous voyez des exemples d'équilibre entre les deux. L'équilibre qui correspond à un E-min, l'équilibre qui correspond à E-min, l'équilibre qui correspond à E-max. Et à travers toute cette zone rouge, nous allons avoir des points d'équilibre qui correspondent à différentes valeurs choisies de E. Voilà. Je pense que j'ai fini. Non, mais j'ai pas fini parce que les modèles sont toujours... ils nous parlent toujours, ils ont toujours beaucoup de choses à nous raconter. On peut toujours améliorer, on a toujours des variables en plus, des contraintes en plus. Mais je pense que les méthodes qu'on a et la méthodologie que nous avons déployée dans l'équipe est bien rodée. Et puis, on est prêt à écouter des problématiques, notamment en ce moment on travaille sur les modèles de croissance des tumeurs. Et c'est les mêmes méthodes qu'on utilise, la viabilité, etc. Donc on peut s'adapter. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention.
Le système est contrôlé, il n'est pas déterministe. Un système contrôlé, vous changez vos contrôles, vous avez des trajectoires différentes. Alors je comprends votre souci, le stochastique. Le stochastique est quelque chose qui doit faire partie de notre vie, je l'ai évité jusqu'à maintenant, comme le retard d'ailleurs, des équations de retard, notamment dans la modélisation des prix, je suis preneuse. Pour les gens qui sont intéressés à faire ce genre de modèle, il y a effectivement pas mal de choses à faire. Merci. Il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, bon, on pourrait arrêter la session plénière. Et je vous invite à une pause café. Alors, je vous remercie Nadia une autre fois pour votre présence aussi parmi nous. Merci beaucoup. Merci.